For most of my life, people have called me easy. Believe me, there is nothing easy about today. Wellington Mara always said, once a giant, always a giant. For me, it's only a giant. Thank you so much. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast New York Giants FR. Avant de commencer, je vous rappelle, c'est très important, abonnez-vous à la page YouTube. Donc normalement, forcément, vous êtes dessus puisque ce podcast est hébergé sur YouTube. Moi-même, mon Twitter, donc c'est NYGiantsFR. Et on a avec nous aujourd'hui Thiergo, donc @Thiergo THIERGOW, c'est bien ça ? C'est bien ça. J'ai eu peur de faire une boulette. Y a pas de souci. Voilà, donc c'est très important de vous abonner puisque comme ça vous permet de suivre toute l'actualité et éventuellement, donc là on fait un test ensemble, j'avais fait un premier test moi tout seul de mon côté et on s'est dit que c'était plus sympa d'être à deux pour discuter, de pouvoir avoir pas uniquement ma vision des choses mais une vision d'un autre supporter des Giants. Voilà, peut-être que tu veux dire 2-3 mots Thiergo avant qu'on commence sur toi et vite fait ce que tu faisais avant. Écoute, déjà très content de pouvoir participer à ce podcast. Merci à toi d'être là. Ouais, et en fait je pense que certains me connaissent déjà puisque je tenais Big Blue Blog il y a quelques années et on avait fait un podcast pendant un temps. Puis après, il n'y a plus eu de temps, donc c'est bien que tu reprennes le flambeau. Ok, écoute, c'est cool. Du coup, on s'est prévu un programme où on s'est dit qu'on allait essayer de pas dépasser 1 heure. Ce serait pas mal. On n'a aucune idée, c'est la première fois qu'on se lance. Là, on est tout premier enregistrement, donc on va bien voir ce que ça donne. Avec au programme, ce qu'on s'est dit, c'est on va parler donc la saison des Giants. Pas forcément tout en détail, on va pas passer les joueurs en revue un par un, mais on va parler globalement de ce qui s'est passé cette saison. En deuxième point, on va parler de évidemment Joe Judge, le nouveau head coach, et son staff qu'il a mis en place, puisque maintenant le staff est connu. Et on fera une fin sur Eli Manning, et avec en question de fond, évidemment, est-ce qu'il mérite sa place au Hall of Fame ? C'est bon, je pense que nous, notre avis est déjà fait, en tout cas le mien oui, mais il y a beaucoup de discussions, donc c'est assez intéressant d'en parler. Ouais, super. Et puis en effet, je pense que pas mal de personnes, s'ils te suivent depuis un moment, doivent savoir ce que tu dois penser. Puis c'est pareil pour moi. Mais bon. En fait, je pense que c'est la même chose pour tous les fans des Giants. Ouais. À mon avis, ça va être la chose. Bon, alors en tout cas, résumé de la saison. Donc, on finit avec 4 victoires et 12 défaites. J'ai pas été regardé l'année dernière. Il me semble qu'on avait 5 victoires l'an dernier, non ? C'est pas ça ? Ouais, c'est ça. Shurmur, sur ces 2 années, a eu 9 victoires pour 23 défaites. Il a réussi à faire pire que Ben McAdoo en termes de victoires-défaites, ce qui était quand même pas facile. Par contre, il n'a pas été aussi horrible que McAdoo en termes de tenue de vestiaire, quoi. C'est vrai, et jusqu'à la fin, je pense que le vestiaire a été plus ou moins derrière lui, et la presse n'était pas du tout derrière lui, mais au moins le vestiaire était là, les joueurs le sont tenus jusqu'au bout, et ça du coup c'est quand même à mettre à son crédit. Si on regarde juste pour du coup les stats, on va peut-être commencer par l'attaque globalement. On est 19e en termes de points marqués avec 21 points, 23e en termes de yards, 18e en termes de yards à la passe, et en yards à la course, on est 19e. Voilà, c'est... attends, est-ce que je suis bien sur l'attaque là ? Ouais, c'est bien ça. Alors par contre, c'est 18e. Enfin, moi en tout cas, j'avais lu 18e pour rushing yards, 19e pour passing yards. Et puis il y a une autre stat qui je suis sur NFL.com, c'est pas... Bon, l'inverse. en tout cas, on est dans les 19-20, voilà. quoi. Et puis il y a une autre stat qui apparaît pas forcément sur la fiche des Giants, mais que je suis allé fouiller sur NFL.com, c'est les turnovers. En termes de différentiel, on est à moins 17, 32e de la ligue. En grande partie à cause de Daniel Jones, notre rookie quarterback, qui nous a montré plein de positifs, mais je pense que s'il y a un très gros négatif chez lui, c'était tout ce qui était sécurité du ballon, où en fait il a eu, je crois, 18 fumbles pour 11 perdus. Ouais, c'est ça. Donc, il est globalement, je l'avais évoqué dans le premier podcast que j'avais fait à la mi-saison. Pour moi, c'est énorme satisfaction et tous ceux qui ont un peu insulté la draft des Giants sont revenus sur ce qu'ils avaient dit et tout le monde est assez d'accord maintenant pour dire que c'est un bon quarterback. Mais évidemment, il y a toujours ce problème des fumbles, pas forcément d'interception puisque c'est assez raisonnable au niveau d'interception, mais des fumbles, il va en lâcher beaucoup. Il court plus qu'Eli Manning, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai cette sensation qu'à chaque fois qu'il est sur le point de se faire saquer ou quand il tombe, je me dis, est-ce qu'il a encore le ballon dans les mains, quoi ? Je suis jamais très serein quand il se fait plaquer. Ouais, je pense qu'il a encore aujourd'hui un problème de pocket awareness, de savoir s'entendre
sentir sa poche. Il y a eu des moments où j'avais l'impression que lui-même se mettait en position vulnérable. Alors, il n'a pas une O-line qui était très solide, mais il y a eu des moments où en fait c'était lui qui provoquait le sac en bougeant un peu trop. Mais bon, on va dire que ce sont des erreurs de rookie. Mais c'est sûr qu'en effet, alors que tout le monde disait quelle honte d'avoir, quel scandale d'avoir drafté Daniel Jones avec le 6e pick. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire que, certes, c'est pas encore le meilleur QB de cette classe, enfin, il a encore beaucoup à prouver, mais il n'a pas volé sa place. Non, tu mets qui en meilleur QB de cette classe du coup? Alors, il y a Kyler Murray qui a remporté le titre de Offensive Rookie of the Year, mais moi, personnellement, celui qui m'a beaucoup plu, c'était Gardner Minshew, qui lui a été drafté au 5e ou 6e tour. Donc en fait, c'est un peu une histoire à Tom Brady version Jacksonville. Malheureusement pour lui, il a été benché pour des raisons qui me semblent. Enfin bon, bref, on va pas parler des Jaguars, mais voilà, Gardner Minshew, ou alors sinon, j'ai bien aimé Josh Jacobs des Raiders. Ah, mais qui est running back? Ah oui, qui est running back, excuse-moi. Ah oui, d'accord. Non, moi je pensais que tu parlais des quarterbacks. J'ai dérivé sur Offensive Rookie of the Year. Ouais, mais voilà, en QB, c'est Minshew pour moi. En tout cas, au niveau stade pur, je pense que Daniel Jones, c'est celui qui a marqué le plus de TD cette saison à la passe parmi les QB rookies. Et il n'a pas joué tous les matchs, il a été un tout petit peu blessé. Et il a évidemment pas joué les 2 premiers matchs non plus. Donc il a failli marquer plus de TD d'ailleurs que... comment il s'appelle, le quarterback des Browns Baker Mayfield. Baker Mayfield, voilà, qui avait joué plus de matchs que lui. Donc c'est quand même extrêmement intéressant ce qu'on voit de lui. Et pour une saison rookie, en tout cas, moi j'ai été très satisfait. Et du coup, je supporte carrément ce choix. Et je continue à penser que c'était un bon choix. Sur le reste de l'attaque, donc on l'a vu dans les stats, c'est pas une attaque ultra flamboyante qu'on a eue. On a eu pas mal de blessures aussi avec Saquon Barkley qui s'est blessé pendant pas mal de matchs et qui a mis du temps à revenir. Enfin, il est revenu rapidement, mais il a mis du temps à récupérer son niveau. À mon avis, peut-être un peu trop rapidement. C'est vrai, on le voyait courir déjà. Alors c'était bizarre en fait, mais ça on revient encore sur le coaching staff. Moi je pense qu'ils ont fait des choses un peu bizarres, mais rappelle-toi en tout début de saison, pendant la pré-saison, je sais plus quel receveur se blesse au pouce et il se casse le pouce. Ouais, c'est Shepard, il se casse le pouce et 3 jours après on le voit catcher des ballons. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là à se dire retourne sur le terrain. Enfin, c'est bizarre quoi. Un mec qui est blessé comme ça, pour moi je le laisse se reposer jusqu'à ce qu'il soit vraiment prêt à reprendre. Ouais, mais en fait, je pense que tout simplement ce coaching staff était un peu aux abois. Ils sortaient d'une mauvaise saison, ils voulaient montrer une amélioration sur la deuxième saison, donc ils avaient besoin de leurs meilleures armes offensives. On a quand même perdu Odell Beckham Jr. pendant l'intersaison, donc tout reposait sur le passing game, sur Sterling Shepard et Evan Engram. Les deux sont pas forcément très solides, ce sont d'excellents joueurs, mais ils sont pas très solides puisqu'il manque à chaque fois quelques petits matchs. Et puis il y a notre pièce beaucoup blessé, ouais. Voilà, et puis il y a notre pièce maîtresse qui est Saquon Barkley qu'on a essayé de préserver pendant la pré-saison, on l'a pas fait jouer. Et puis voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'est blessé au deuxième match. Et Shurmur devait être tellement catastrophé qu'il s'est dit non mais il faut que je le fasse revenir le plus tôt possible. Et au final, on a vu que c'était pas forcément le bon choix. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Golden aussi qui a été plutôt intéressant. Oui. Il a loupé les 4 premiers matchs, mais une fois qu'il était sur le terrain, je pense qu'il a fait du bon travail. Il a beaucoup aidé le passing game. Ouais, il a été il a les mains assez sûres, même si je crois que dans ses stats, c'est sa moins bonne saison en termes de pourcentage de catch, mais il a fait des catchs assez énormes en 3e ou 4e down, on est en 4e et 10, les mecs la jouent et il te fait une réception improbable. Il a été très intéressant là-dessus. Et autre grosse satisfaction qui vient encore de la draft, pour moi, c'est Darius Slayton, qui est un 4e ou 5e tour de cette année et qui a marqué, je crois, 8 touchdowns et qui a fait vraiment des très belles choses. C'est lui qui a le plus de TD des receveurs rookies de la saison 2019. Donc, c'est vrai. Alors que voilà, au 4e, 5e tour, on se dit pas forcément, on n'attend pas forcément ça d'un receveur qu'on chope au 5e tour. Et on critiquait beaucoup ses drops. Et il a d'ailleurs sur les premiers jours de training camp, c'est un peu ce qui revenait, c'est qu'il dropait beaucoup la balle et il a réussi vraiment à s'imposer et à hausser son niveau de jeu. Donc ça, c'est un joueur sur lequel je pense on va pouvoir largement se reposer sur les années à venir. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, plutôt intéressant. Côté de l'attaque, voilà, après, moi, la grosse question que j'avais, donc
peut-être qu'on pourrait parler de l'O-line, mais je voulais aussi aborder le cas Wayne Gallman. J'ai pas compris pourquoi d'un coup il jouait au début de saison, il jouait l'année dernière, et puis d'un coup on l'a plus vu du tout, mais vraiment plus du tout. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce joueur. Ça fait partie, à mon avis, des grands mystères de la gestion du coaching staff, puisque en effet, il avait quand même plutôt bien remplacé Saquon Barkley quand il était blessé. J'ai trouvé qu'en termes de blocking running back sur les third down, il se débrouillait pas trop mal. Et c'est pas comme s'il était, on avait dit qu'il causait des problèmes en dehors du terrain, il était en retard. Non, pas du tout, il y avait rien de tout ça. Donc je sais pas ce que le prochain coaching staff a prévu pour lui, mais manifestement, on peut en faire quelque chose de joueur et il faut qu'on l'utilise un peu plus. Bah, j'aimerais bien qu'on l'utilise un peu plus, effectivement. Et même, je pense qu'en termes de bloc pour le quarterback, il est meilleur que Saquon Barkley. C'est vraiment le point faible de Barkley, c'est le bloc. Et je pense que Gallman est au-dessus. Donc voilà. Sur la ligne offensive, bon, grosse déception. On a John Alapio qui n'était pas du tout au niveau, donc notre centre. Ouais. Il va falloir voir, je sais pas comment on va s'occuper de ça. On parlait des tackles, donc surtout tackle gauche qu'il faudrait remplacer. Mais il y a le centre aussi, à mon avis. S'il y a 2 postes qu'on doit remplacer, moi je dirais tackle gauche et centre. Voilà. Alors, les gardes, à mon avis, on est tranquille, mais le reste, c'est chaud. C'est peut-être, à la limite, un point sur lequel on est en désaccord, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que Nate Solder n'était pas à la hauteur de son contrat et qu'il doit faire beaucoup mieux. On le paye très très cher. Hein. On le paye très très cher, mais il faut bien prendre en compte 2 choses. C'est la première, c'est donc son contrat, c'est-à-dire que si on se sépare de lui, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais j'avais écouté un podcast il y a quelques jours et qui expliquait que on allait du coup se retrouver, l'économie qu'on faisait était beaucoup plus basse que la partie qu'on garderait en dead money après l'avoir coupé. Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, autant le garder. De toute façon, dans tous les cas, même si on le lâche, on va quand même payer beaucoup d'argent. C'est ça que tu veux dire. Et voilà. Et en fait, deuxième point, c'est on met qui à la place, parce qu'on a quand même pas mal de trous dans cette équipe, hein, notamment en défense. Prendre un autre left tackle en free agency, ça va nous coûter énormément d'argent. En plus, mais il y en a beaucoup qui pensent que ce sera sur la draft qu'on va prendre un tackle. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, pour le moment, même si, c'est toujours mieux qu'Eric Flowers, hein, ça je pense que c'est... Ouais, c'est vrai. Mais... Qui est assez raisonnable en garde, hein, qui n'a pas été si mauvais cette saison. Bon, il reste un joueur assez médiocre, mais moins pire que ce qu'on a vu chez nous en tout cas. Mais bon, en tout cas, pour le moment, je pense que Nate Solder, alors ce sont que des mots, hein, il a dit je sais que j'ai pas eu une bonne saison, qu'il faut que je fasse mieux. Moi, je lui donnerai une dernière saison. Ça ne nous empêche pas de drafter un tackle si on veut, mais en tout cas, les implications économiques de lâcher Solders risquent d'être trop néfastes pour moi pour justifier un tel move. Bon, au moins, il est conscient qu'il n'est pas au niveau, donc voilà, il se voile pas la face, c'est déjà pas mal. Si on doit faire... est-ce que tu as d'autres choses à voir sur l'attaque ? Moi, le dernier point serait sur le coaching staff, où j'aime pas du tout, moi perso, avoir un head coach qui fait aussi le play calling. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît pas. Depuis que je suis la NFL, donc ça remonte à 2007, j'ai jamais vu, à quelques exceptions près, j'ai jamais vu un head coach qui fait le play calling qui a du succès. Alors, moi j'ai commencé à suivre les Giants en 2000 et c'est la saison où on va au Super Bowl avec Kerry Collins où il s'écroule complètement. Et pendant cette saison, si je dis pas de bêtises, parce que j'étais quand même assez jeune à ce moment-là et c'était vraiment le tout début, je comprenais pas forcément tout. Mais c'est là où Jim Fassel il fait ce qu'on appelle the guarantee, là tu sais, il va dire moi je vous garantis qu'on va en playoff, ça se passait pas très bien. Et il prend le play calling et nous emmène je crois qu'il prend le play calling et il nous emmène au Super Bowl. Donc ça, il y a quand même des head coachs qui sont capables de le faire, mais déjà, je pense que Shermer n'est pas fait pour être head coach déjà. Alors, si en plus il prend le play calling, qu'il fasse bien son job de head coach, ça aurait déjà été pas mal. Donc, bon. Non, mais je pense qu'on trouvera toujours l'exception qui confirme la règle. Mais en tout cas, Ben McAdoo, c'était pareil. Il voulait pas lâcher le play calling, c'était catastrophique. Mais c'est parce que ces mecs-là, en fait, c'est des coordinateurs offensifs, c'est pas des head coach. C'est tout. Oui. Mais Jason Garrett aussi, hein, on en parlera tout à l'heure, qui maintenant est devenu notre nouveau coordinateur offensif. Quand il est passé head coach, c'était un excellent head coach chez les Cowboys. Il est passé coordinateur offensif chez les Cowboys. Il est passé head coach. Il a mis longtemps à lâcher le play calling et à partir du moment où il a refilé le play calling à quelqu'un d'autre, ça s'est un peu mieux passé. Pour moi, on en reparlera tout à l'heure, ou alors c'est peut-être un moyen de faire la transition vers le prochain sujet. Mais il reste encore on n'a pas parlé de la défense. Oui, en effet, pardon, je vais trop vite. Mais en tout cas, le head coach, il est là pour gérer l'équipe, il n'est pas là pour gérer une escouade. C'est ce que je voulais justement parler exactement de ça tout à l'heure, on y reviendra. Du coup, au niveau de la défense, on est 30e au nombre de points encaissés. Je rappelle qu'il y a 32 équipes en NFL.
25e en total de yards avec 377 yards encaissés par match, 28e en pass yards, donc 264 yards encaissés par match, et 20e en nombre de yards encaissés à la course avec 113 yards par match. C'est un tout petit peu mieux côté course, mais c'est pas encore ça. Et moi, mon avis, c'est que la défense, si elle avait été un tout petit peu meilleure, elle aurait pu nous permettre de gagner des matchs, puisqu'on a eu certains matchs plutôt convaincants en attaque, mais qu'on a quand même perdu, puisque la défense n'était pas là pour assurer le coup derrière. Ouais, je pense qu'aussi un autre élément qui nous manquait dans cette défense, c'était la capacité à créer des turnovers. Là aussi, j'ai fait une recherche, tu vois, on était 29e en fumble forcé et récupéré, et 28, donc avec 16 fumbles forcés, 6 récupérés, et 28e avec 10 interceptions. Donc, donc c'est quasiment rien, quoi. On n'arrive pas effectivement à récupérer le ballon. En tout cas, c'est pas la défense qui nous a fait récupérer le ballon. Et on voit que ça peut être important, une bonne défense. On regarde les 49ers cette année. Alors, ils n'ont pas gagné. Mais malgré tout, je pense quand même que c'est la défense qui les a emmenés jusqu'au Super Bowl. Pour reparler de ce fameux Super Bowl des Giants, à l'époque, on perd contre les comment ils s'appellent, les Ravens, et eux avaient eu également une excellente défense, et c'est la défense qui leur a fait gagner le Super Bowl, alors que leur quarterback c'était Trent Dilfer, et il est reconnu comme le quarterback le plus mauvais ayant gagné le Super Bowl quand même. Donc les défenses, c'est quand même extrêmement important. Alors à la décharge, on va dire, de notre défense, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs très jeunes, et quand même des bons joueurs qui ont été récupérés à la draft cette saison. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, alors, le X-Man, la Jiménez, on l'a pas trop vu, donc c'est un peu difficile. Enfin, il était là, mais il a pas non plus. Il a pas mal joué, mais il a pas fait beaucoup de sacs, donc on peut pas le juger sur son nombre de sacs. Et il reste rookie, donc c'est peut-être un peu compliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé Ryan Conley, le linebacker, qui s'est blessé tôt dans la saison. Par contre, il a montré vraiment des belles choses quand il était là. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était vraiment une bonne pioche. Moi, j'ai trouvé ce joueur-là. Ouais, c'était une bonne pioche. C'est dommage qu'on l'ait perdu pour cause de blessure. Moi, le joueur qui était plus un joueur de l'ombre, c'était Dexter Lawrence. Ouais, exact. Notre premier tour cette année. Notre premier tour au 17e choix, qui vraiment apportait énorme. Enfin, il solidifiait la ligne défensive, et je pense que c'est l'une des grosses raisons de notre relatif succès en défense contre la course. Ouais, le gars, c'est un mammouth, il se met au milieu. C'est pas forcément toujours du double team, mais tu sais qu'il va occuper un peu la O-line adverse parce que le mec est massif. Alors DeAndre Baker, lui, c'est un peu spécifique puisqu'il a été extrêmement mauvais en début de saison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche à notre coordinateur, enfin à notre ancien coordinateur défensif, c'est de ne pas avoir été capable de sortir les joueurs quand il fallait les sortir. Et j'ai l'impression qu'à tour de rôle, on a eu des mecs qui ont raté complètement leur match, mais à aucun moment on les a fait sortir. C'est-à-dire que les gars jouaient tout le match en se faisant rouler dessus pendant tout le match. À aucun moment, quelqu'un leur a dit maintenant tu vas te reposer un ou deux drives, là ça va pas du tout, quoi. Donc je comprends pas cette stratégie de la part de la défense, quoi. Bah oui, Betcher manifestement avait aucune capacité d'adaptation. Ça c'est clair. Et donc en fait, en effet, tu voyais régulièrement des joueurs qui se faisaient marcher dessus, et c'était pénible à voir, hein. Parfois tu avais envie de dire mets un receveur s'il le faut, comme DB, mais c'est... Ouais. Enfin, mais en effet, comme tu dis, le fait que ce soit un effectif très très jeune, bah, ça a forcément compliqué les choses. Mais apparemment aussi, Betcher avait des schémas qui étaient pas simples oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Et donc, quand tu rajoutes à ça le fait que tu as une capacité d'adaptation qui est nulle, en effet, en défense, on n'était pas capable de causer un véritable problème pour les attaques adverses. Il n'a pas su s'adapter à ses joueurs, en fait. Il avait son schéma, et encore une fois, ça va revenir quand on parlera de Joe Judge, mais c'est a priori ce que Joe Judge ne veut surtout pas faire avec son effectif, de les forcer à jouer dans un système qui leur plaît pas ou qui leur convient pas, donc ça c'est tant mieux. Dernier joueur qu'on n'a pas cité dans les joueurs rookies cette année, Julian Love. Encore une fois, que fait Betcher pendant 14 matchs à pas le faire jouer, on n'en sait rien. En tout cas, quand il joue, il est bon, et du coup, on se dit, mais pourquoi il n'a pas joué avant, quoi? Parce qu'il il a des très bonnes stats, et il a fait partie aussi des très bons joueurs de la fin de saison. Ouais, après, enfin, tu vois, moi, c'était quelque chose que je disais toujours sous Coughlin, et puis après, je suis devenu beaucoup plus critique avec des head coachs qui avaient moins de succès. Mais bon, encore une fois, c'est à la décharge de Betcher. Il y a des trucs qu'on ne voit pas en entraînement, que les coachs voient. Donc, ça se trouve, il y avait une raison, mais qu'on ne saura jamais, parce que ça restait du domaine privé de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir vu plus souvent Julian Love sur le terrain pour aider cette défense qui avait clairement besoin de renfort. Bah oui, clairement, ça c'est clair.
Bon, du coup, voilà, on espère que ces joueurs vont réussir un peu à step up la saison prochaine et ils seront plus rookies, donc ça c'est bien. On va compter beaucoup sur la draft évidemment pour récupérer quelques joueurs, notamment un peu de pass rush, même si on a Marcus Golden cette année qui a été une bonne surprise. En tout cas, on l'attendait pas forcément, il avait été blessé, il n'était jamais revenu vraiment à son niveau et je crois qu'il met plus de 10 sacs cette saison quand même. Ouais, Ça c'est pas mal. c'était pas arrivé depuis Jason Pierre-Paul, je crois, en 2012 ou 2013. Ouais. Donc, tu vois, en effet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça chez les Giants. Je sais pas si on va le garder. Ce sera peut-être un sujet pour un autre podcast, mais J'aimerais bien. le truc, c'est qu'il avait pris un contrat d'1 an, un peu une sorte de prove it deal. C'est ça. Pour reconstituer sa valeur. Donc il faudra voir si le tarif est intéressant, pourquoi pas, hein. C'était en effet un des points positifs de cette défense. Ah, il risque de demander un petit peu quand même, ça va pas être un joueur à 3 millions à l'année, mais Non, mais bon, il a il raison. faut que son contrat soit raisonnable. S'il est raisonnable, je pense que ça vaut le coup de le garder, parce qu'il a quand même montré des belles choses, et que de toute façon, en pass rush, on est un peu limité pour l'instant, donc Hmm. quand on a un joueur, voilà. Côté des déceptions, il y en a pas mal. Moi, j'ai surtout remarqué BJ Hill, qui était en deuxième année, qui était très intéressant l'année dernière, et là, il s'est éteint complètement, il jouait quasiment plus à la fin de saison d'ailleurs, donc ça... Bon, c'est assez bizarre. Hmm. Lorenzo Carter, pareil, deuxième saison, on se dit, en outside linebacker, il avait été assez intéressant l'an dernier et on attendait beaucoup de lui cette saison et finalement il n'a pas fait grand-chose non plus. Après, je parle même pas de Dion Buchanan ou Alec Ogletree qui ont été inexistants en Ouais. linebacker. Dion Buchanan qui est arrivé, on n'attendait pas grand-chose de toute façon, hein. Et s'il avait été viré de ses équipes précédentes, c'est qu'il y avait une raison. Mais Alec Ogletree, si on parle de salary cap, Vu ce qu'il nous coûtait, ouais, il il... aurait dû produire plus, Et clairement. j'ai lu dernièrement que c'est très possible qu'on le laisse partir. Et ça pour le coup, à l'inverse de Nate Solder, lui, c'est ce que on en parlait un peu l'autre fois. Tu m'as dit que c'était du salary cap qui se Ben, dégageait largement ouais, si on le laisse ouais, partir. ouais, c'est ça. Je crois qu'on fait une économie de 8 millions de dollars sur le salary cap, ce qui est pas négligeable. Il y a un peu de dead money, mais c'est, je crois, moins de 3 millions, donc ça vaut le coup. Bon, Ça vaut le coup. j'espère que ça sera. Il y a aussi un autre joueur qui, moi, m'a beaucoup déçu, qui Ouais. aurait dû être un peu justement le vétéran et le leader de ces defensive backs, c'était Mhm. Jack Rabbit, Janoris Ah oui. Jenkins, qui Ouais. est parti complètement en live en fin de saison avec cette Ouais. histoire de tweet d'insulte qu'il a balancé à un fan Je crois qu'il a sur insulté Twitter. un mec de retard, c'est ça? Ouais, voilà, c'est Ou ça. de. Donc c'est un Ouais. peu comme si tu avais un joueur de L1 qui traitait un fan de trisomique. Bah, c'est voilà, Non mais ce serait terrible. mais voilà, tu sais que tout le monde le fait dans sa vie privée, mais en fait, quand Oui, tu es une bien personne sûr. publique, tu peux pas avoir ce genre de discours. Non. Et Non. là, il a pas voulu bouger, bah, il s'est fait dégager. Et je Quelque trouve part, ça il a bien qu'il l'ait cherché. viré, hein. Ouais, Ils ont ouais, eu raison les Giants de faire ça. ouais. Et il n'a pas été non plus incroyable cette saison, même si en couverture de passe il a été plutôt correct, sauf contre le match des Buccaneers où on se prend cette fameuse passe de 50 Ah, yards quasiment à la fin du match, enfin il à se 30 faisait secondes de la fin, bouffer par où Mike on a Evans failli. sur ce Ah, mais il match. a pris trop cher par Mike Evans tout le match. Et encore une fois, Becher pas capable de le sortir à un seul moment. Il a laissé tout le temps sur le terrain. Mais en fait, ça, c'est horrible pour un corner parce que quand t'es un joueur de foot américain en général ou même un sportif, tu vas pas demander toi-même à sortir. Mais généralement, quand t'es dépassé comme ça, t'as qu'une envie, c'est qu'on te sorte pour que tu puisses reprendre un peu tes esprits. Et ça, James Becher, il l'a jamais fait. Et typiquement, ce match-là, c'était flagrant. Il fallait à un moment le faire sortir et faire autre chose, quoi. Ou Ouais, mettre du double team sur lui, j'en sais rien. Il fallait faire quelque chose. ouais, voilà, j'allais dire pourquoi pas le passer sur un autre receveur Ouais. double teamer avec d'autres DB, Mike Evans. Mais c'est clair qu'il y avait quelque chose à faire. C'est bon, enfin voilà. Ok, est-ce que... Ah, dernier point que je voulais ajouter, Dalvin Tomlinson. Moi, j'ai adoré cette saison. Il sort un peu de nulle part. Il était assez correct jusque maintenant, mais il a été très bon cette année. Et quelques bons plaquages intéressants. Je m'en souviens de un en force down là, en quatrième tentative à la fin de l'année, là, avec Julian Love d'ailleurs. Tiens, un Mm. double plaquage à deux avec Julian Love qui nous sauve le match. Voilà, j'ai trouvé vraiment très intéressant ce joueur-là et on va compter sur lui. Tu vois, là, on attendait un BJ Hill. Finalement, c'est un Dalvin Tomlinson qui pointe son nez, quoi. Ouais, en fait, je pense que malgré la saison décevante de BJ Hill, Dexter Lawrence, Davin Tomlinson, BJ Hill, ça te fait quand même un trio d'interior defensive linemen qui est vachement intéressant pour cette ligne. Tu peux mettre en place une sorte de rotation. Ouais. Enfin, moi, je pense que pour les années à venir, en tout cas les 2-3 prochaines années, il y a un potentiel intéressant sur notre ligne défensive à l'intérieur. Maintenant, il faut C'est travailler vrai. un peu sur l'extérieur. Dernière question, Leonard Williams, tu fais quoi toi? Si t'es GM là. Je le re-signe. Je le re-signe. Je pense que Mais alors s'il te demande 12 millions, tu fais quoi?
Ouais, alors, on a aussi la possibilité de se dire, bah, on va lui mettre le franchise tag, hein. Je pense que c'était un peu la stratégie de Dave Gettleman qui a dit, bah, de toute façon, il allait être free agent, mais moi, j'ai voulu prendre de l'avance. Ouais, Euh, ouais, c'est euh, ça. Juste parce qu'on en parlait de lui, mais je rappelle un tout petit peu l'histoire, c'est que Leonard Williams, il était chez les Jets, un defensive lineman qui était dans les tout premiers tours, enfin dans les tout premiers choix, il y a, je sais plus, il y a 4 ans, je crois, mm. et qui a jamais vraiment percé chez les Jets, même s'il avait des stats solides. En tout cas, c'était une pièce solide de la défense. Il a jamais percé, il a jamais fait beaucoup de plaquages ou de sacs surtout. Et donc là, Gettleman le récupère avec, je crois, un 3e tour plus un 4e ou 5e tour en fonction de si on le re-signe ou pas. Ouais, c'est ça. Donc les gens disent ouais, c'est n'importe quoi machin. Ils auraient pu attendre qu'il soit free agent. Le seul problème, et ce que disaient les journalistes qui essayent d'expliquer un peu ça, c'est qu'ils disent mais en fait s'il est free agent, n'importe qui peut le récupérer. Là en faisant ça, on le sécurise chez nous, et si on veut le re-signer, c'est voilà, on a la priorité forcément sur les autres équipes. Donc c'était ça un peu le move de ce joueur là. Alors apparemment, il est allé quand même aller voir le GM Gettleman pour lui dire, bah moi j'ai envie de rester. Mais bon, D'accord. après, il y a l'envie de rester et puis il y a le contrat à signer. Donc la C'est ça. négociation contractuelle va être difficile, hein. Ouais. Les deux parties ont raison, hein, de discuter ça. Mais je pense qu'il a quand même un peu amélioré notre défense. Oui, je pense aussi. Voilà. Mais c'est sûr que si on doit le payer 12-13 millions, va falloir qu'il fasse beaucoup plus. C'est vrai. C'est peut-être aussi grâce à lui que notre défense contre la course s'est améliorée en deuxième partie de saison. Hein. Ouais. En tout cas, ça arrive en même temps. Donc voilà. D'autres choses sur la défense ou on passe aux équipes spéciales très rapidement? Non, je pense qu'on peut passer aux équipes spéciales rapidement. Il y a quelques petits trucs à dire, en effet. Ouais, bah ouais, équipe spéciale, du coup, forcément. Alors, satisfaction pour moi, c'est Riley Dixon, le punter qui a été très bon. Il a vraiment été très bon cette année. Il a fait des super punts toute la saison. Il a été assez régulier. Bah, il a eu Alors du que l'an boulot. dernier, il avait été plutôt moyen d'ailleurs. Mm. Et par contre, à l'inverse, Aldrick Rosas, qui était pro bowler l'année dernière, cette année a été mais complètement à côté de ses pompes, quoi. C'était terrible, il a raté des trucs mais ultra simples. Alors que l'an dernier, quand il y avait un field goal, t'allais pisser tranquille, tu disais c'est bon, je vais revenir, il y aura mes points. Et en fait, cette année, c'était Ah fou, bah quoi. ouais, il loupait même des extra points. Enfin, j'ai pas ces stats sous les yeux, mais en effet, on est passé, c'était le jour et la nuit, hein, d'une saison à l'autre. Donc ouais, je sais pas, je pense pas qu'on le gardera puisque les kickers, bah, dès que t'es plus fiable, on passe à un autre. Ouais, c'est ça. Riley Dixon, bah, il a eu beaucoup de boulot cette année. Ouais, Moi, je dis ouais, toujours que si on voit trop souvent le punter sur le terrain, c'est c'est qu'il y pas a un bon signe. problème. Mm. Donc, en effet, il était quand même fiable. Et puis, au-delà du punter, je trouvais que généralement, en couverture de kick, donc punt Ouais, et kick, on n'était pas trop mauvais. Et c'est vrai. c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on a gardé notre coach enfin, que Judge a décidé de garder notre coach des special teams. Ouais, McGahey qui est revenu cette année et qui fait partie qui est un des rares coachs à avoir été conservé cette année, donc ça c'est bien. Mm. Effectivement, en tout cas, c'est vrai qu'au niveau je crois qu'on prend pas de TD sur retour d'engagement ou de punt cette année. Et Ouais. ça a été plutôt une force ça, d'ailleurs de ce côté-là, et c'était intéressant. Alors que les special teams, ça a été pendant longtemps chez les Giants une plaie totale, hein. Enfin, Ah oui, oui, oui. c'était Bah, en absolument fait, atroce pendant longtemps. ouais, je pense que tout le monde se rappelle de l'infâme Matt Dodge qui nous a paumé un match, enfin il l'a pas paumé à lui tout de suite, mais qui a décidé de punter vers DeSean Jackson qui Ah a mon fait le Dieu. deuxième miracle aux Meadowlands. Ça, c'était terrible. J'ai des haut le cœur là, rien que de penser à cette Ouais. image. En plus, c'est à chaque fois l'image que nous ressortent les fans des Eagles quand ils veulent nous faire un peu chier. Donc bon, C'est pas grave, on a bref. 4 Super Bowl. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit bilan de la saison rapide. Je sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter. Globalement, une saison plutôt décevante, hein, et moi, je l'avais annoncé de toute façon depuis le début de la saison. Pour moi, c'était une saison de transition et la saison était réussie si Daniel Jones nous prouvait que ça pouvait être un franchise quarterback. Et donc, Moi, je vais pas dire que c'est une saison réussie non plus parce que c'est quand même assez moyen tout ce qui s'est passé. Mais au moins, Daniel Jones, pour moi, c'est assuré et qu'il sera là pendant plusieurs saisons. Et j'ai vu des très belles choses et je suis rassuré. alors, je pense que personne ne s'attendait à voir les Giants en playoff. Même Non, s'il non. était à la NFC, c'était tellement catastrophique qu'à un moment, les Giants en milieu de saison avaient quand même une chance d'aller en playoff. Mais je voyais plutôt cette saison comme une véritable transition d'Eli Manning à Daniel Jones. Et pour moi, on l'a pas eu cette transition parce que Eli Manning a été lâché au bout de 2 matchs. Mhm. Alors que si on perdait ces matchs, c'était pas forcément à cause de lui. Daniel Jones est arrivé, a fait des matchs vraiment
superbe, mais c'était... Ils gagnent les 2 premiers. Hein. Ouais, voilà, mais en fait, on s'est vite rendu compte que, oui, ok, c'était cool, mais c'était parce qu'on a eu un peu de chance, et puis après, c'était un rookie dans une équipe nulle, et pour moi, on aurait dû garder Eli Manning peut-être un peu plus longtemps dans la saison pour que l'équipe autour de lui essaie un peu de rentrer dans le mouvement, et que Daniel Jones ensuite prenne la main. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, c'est l'équipe de Daniel Jones. Et puis, Eli Manning a pu faire ses adieux contre les Miami Dolphins ça, c'était super. En 15e semaine. Ouais. Moi, je suis là pour le coup, je suis pas trop de ton avis. Je pense que c'est bien qu'il ait pu jouer un maximum de matchs et que même si l'équipe autour de lui était pas incroyable et que ça aurait été plus simple peut-être d'arriver dans une équipe un peu plus solide, je suis pas sûr qu'elle se soit arrivé à un moment de la saison. Je pense que à un moment ils se sont dit bon, on perd les 2 premiers matchs. Et à mon avis, ils ont quasiment fait une croix sur la saison dès les 2 premiers matchs. Hein. Ils se sont dit bon, de toute façon c'est mal parti. Quitte à autant faire jouer notre rookie et montrer à tout le monde qu'il en a dans le ventre. Il l'a fait et c'est extrêmement important l'expérience pour un QB. Donc moi je suis plus serein pour l'an prochain du coup vu qu'il a joué ces matchs-là. S'il avait joué 2 matchs à la fin de la saison, tu vois, je me dirais, on saurait pas trop à quoi s'attendre. Là, on sait à quoi s'attendre et je pense que lui arrive aussi beaucoup plus sereinement sur sa 2e saison que s'il avait joué 2 matchs vite fait à la fin, quoi. Donc bon, après, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Bon, voilà, donc on va passer à notre 2e sujet maintenant, qui est notre nouveau head coach. Alors, avant de parler de Joe Judge directement, moi je voulais juste faire un petit rappel parce que je sais pas comment tu l'avais vécu toi, mais je me souviens exactement de ces 2 heures un peu folles sur les réseaux sociaux au moment où on apprend que Joe Judge a signé. Moi j'étais dans le tram en train de rentrer du boulot et là on lit que Matt Rhule n'a pas signé, a signé chez les Panthers et il viendra pas chez nous. Alors là, laisse tomber le cataclysme sur Twitter, tout le monde est là. Ah oui, Dave Gettleman, mais je vous l'avais dit, personne ne veut signer chez les Giants à cause de Dave Gettleman, machin. Tous les pseudo-journalistes qui viennent te faire la morale en t'expliquant que ça fait depuis le début de la saison qu'ils annonçaient et qu'ils le savaient. Bon, c'était un peu... sur le coup, tu sais pas, donc tu te dis, ah ouais, effectivement, peut-être que c'est chaud, machin. Moi, j'émettais quelques doutes quand même. Et évidemment, on apprend 1h30, 2 heures après qu'on a quand même signé quelqu'un et que c'est Joe Judge. Alors là, moi je mets un tweet, je mets même pas la bonne photo tellement je sais pas qui c'est le mec à ce moment-là. Donc bon, bravo à moi et on me l'a fait remarquer tout de suite, donc c'était assez marrant. Mais cette fameuse histoire de personne veut jouer pour Gettleman, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Et les mecs feraient mieux de réfléchir avant de balancer des tweets comme ça à droite à gauche, quoi. Ouais, après, je pense que il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Je pense qu'en effet, Gettleman ne doit pas forcément quelqu'un être facile à gérer. Après, c'est peut-être bien justement qu'on ait un coach comme Joe Judge qui, lui, a travaillé pour quelqu'un d'extrêmement exigeant et pas très facile non plus, qui est Bill Belichick. Mais tu vois, avant qu'on arrive à Joe Judge, moi, en effet, il y avait... Ron Rivera qui avait travaillé avec Gettleman aux Panthers, qui potentiellement on s'est dit tiens, pour les Giants ce serait pas mal. Mais je crois qu'ils ont même pas essayé de le récupérer. Non, ils ont pas essayé. Et puis en fait lui il est allé chez les Redskins. Puis il y a eu Mike McCarthy, les gens sont dit qui est venu chez les Giants d'abord et puis après il est allé à Dallas et puis il a pas voulu revenir, il a accepté son offre à Dallas. D'ailleurs, tu sais qu'apparemment il a passé la nuit chez Jerry Jones à regarder des films. Ah ouais, non mais en fait a priori c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais Jerry Jones, c'est quelle blague. Ne pas dire à Jason Garrett, en fait, on te garde pas pour la saison prochaine, nous, on va chercher un autre head coach. C'est un peu comme si tu étais avec ta copine et tu dis bon, écoute, je te largue pas, mais par contre, je vais chercher une autre nana. Donc, c'est vraiment très pour être safe. Non, mais comme ça, t'es sûr, tu gardes une solution de secours. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais et donc, en fait, j'ai un peu flippé moi quand j'ai eu la news de Matt Rhule. Alors, pas tellement parce qu'on n'avait pas Matt Rhule, parce que Matt Rhule, je me disais bon, ok, il a eu du succès en NCAA, mais en fait, il a qu'un an d'expérience en NFL, qui était chez les Giants d'ailleurs, en tant qu'assistante offensive line coach, je crois. Mais c'est quand même assez léger. Et il était vu comme ce gourou du football. Enfin bon, bref. Mais en fait, ce qui m'a un peu fait flipper, c'est quand j'ai appris que les Giants avaient demandé l'autorisation aux Cowboys pour interviewer Jason Garrett. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'était le coup de flip où on savait pas encore que Joe Judge allait arriver. Par contre, on a entendu que les Giants avaient demandé à interviewer Jason Garrett. Et forcément, à ce moment-là, tout le monde se dit c'est pour le poste de head coach. Alors qu'ils savaient, eux, à ce moment-là, évidemment, que c'était
uniquement pour le poste de coordinateur offensif, mais coup de flip total, et là c'était la dépression totale. Moi j'étais là sur, pour le coup, pour faire plaisir à Jack Rabbit, j'étais comme un gros retard sur mon téléphone à faire F5 pour mettre à jour Twitter pour voir s'il y avait de nouvelles infos toutes les 2 minutes, mais c'était, quand on a cru que Jason Garrett allait arriver, c'était pas évident. Mais voilà, mais donc Joe Judge, en effet, c'était un peu une surprise parce que tu avais quand même d'autres candidats. Tu avais le coordinateur offensif des Chiefs, qui était un gros candidat, je me rappelle plus de son nom. Le coordinateur défensif des Ravens aussi, qu'on a rencontré, qui a dit qu'il était quand même très déçu de ne pas avoir eu le poste. Et au final, on se retrouve... Comme quoi, il y en a qui veulent venir nous voir quand même. Ouais, voilà. Et puis, on se retrouve à avoir un coach de 38 ans qui a été juste ST coach, qui arrive de chez les Patriots, et on se dit, c'est qui ce gars, quoi? Donc, moi, je t'avoue que quand j'ai vu qu'il avait 38 ans, ça m'a fait penser à Ben McAdoo. Alors, comparaison n'est pas... Il avait quel âge, McAdoo ? 38 ans. Ah, il avait 38 ans aussi. 38 ans. Après, tu regardes le coach des Rams, comment il s'appelle, il est encore plus jeune, je crois. Sean McVay, ouais. Ouais, il doit avoir 37 ou 36, non ? Ouais, ça va être quelque chose comme ça. Mais en fait, je pense que ces dernières années, il y a eu un peu une tendance en NFL à dire maintenant, les coachs de 45-50 ans qui ont de l'expérience, c'est complètement dépassé. Il faut qu'on les prenne quand ils sont très très jeunes. Parce qu'ils sont peut-être plus au contact des millennials ou je sais pas quoi. Et ça fonctionne pas forcément tout le temps. Enfin, non, ça fonctionne. Bien sûr que non. Mais malgré tout, moi, je suis quand même content que les Giants, qui passent toujours pour une équipe un peu de vieux, tu sais, on a l'habitude d'aller toujours faire les fonds de tiroir pour retrouver un vieux coach qui sent le formol là ou un truc comme ça. Là, on prend un mec qui a aucun rapport avec les Giants parce que ce coach-là en soi, il avait aucune touche avec les Giants de base. Il est jeune, donc c'est assez frais, je trouve, et malgré tout, alors ça veut pas dire que ça va réussir, hein, mais je suis content, voilà, plutôt que de prendre un espèce de vieux coach, moi je suis content qu'on ait été voir un peu ailleurs et qu'on se dise... ils ont vraiment cherché, je pense, les Giants, ils ont fait pas mal d'interviews avant de le choisir, donc ils sont pas précipités sur quelqu'un, alors que tout le monde voulait qu'on se précipite sur Matt Rhule, mais... D'ailleurs, si on n'a pas signé Matt Rhule, c'est aussi, il y avait cette histoire-là, parce que, en fait, il aurait appelé apparemment les Giants en disant ce que les Panthers lui offraient, qui était 7 années, avec je sais pas combien de millions de dollars. 60 millions, je crois que c'est ça. Ils se sont pas alignés, évidemment, et tant mieux. Mais je suis content qu'on ait été chercher un peu ailleurs et qu'on amène un coach qui peut avoir un œil nouveau, on va dire, sur cette équipe. Et d'ailleurs, si on s'intéresse un peu au background de Joe Judge, parce qu'en effet, au-delà du fait qu'il parle à personne et qu'il est jeune, c'est quand même un coach qui... alors, j'ai plus les dates exactes, mais je crois que de 2009 à 2012, il travaillait à Alabama pour Nick Saban, qui est quand même... il a fait 2 ans, 2009-2011. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis à partir de là, il est passé de Saban à Bill Belichick. Donc ce gars a quand même travaillé pour 2 énormes coachs de cette époque du football américain. Il a participé à plein d'équipes qui sont allées à des championnats nationaux, que ce soit NCAA ou Super Bowl. Et puis il a aussi cette vision, il en a parlé un peu dans sa conférence de presse, qu'en tant que special team coach, lui, il ne voit pas un receveur, un DB, un D-lineman. En fait, il voit des joueurs avec des capacités physiques en disant qu'est-ce que je peux faire de ce joueur-là, et en fait, il a aussi une vision globale du jeu. Donc c'est assez intéressant. Ça, c'est un point extrêmement important que tu soulèves ici, parce que ça revient d'ailleurs, les special team coach, en fait, il n'y a pas de joueurs qui font que les special teams, les special team coach, ils prennent des joueurs de l'attaque, des joueurs de la défense. Donc souvent, les special team coach, ils ont une vision sur tout ce qui se passe dans l'équipe. Et d'ailleurs, on a le head coach des Ravens, Harbaugh, qui était special team coach avant. Belichick aussi a été coach des special teams. Donc, ça ne veut pas dire forcément que Joe Judge va devenir un très bon head coach, mais il a cette vision un peu globale. Et le deuxième point que tu soulevais, c'était, il le dit pendant la conférence de presse, en fait, alors l'image qu'il met, c'est, si je me trompe pas, c'est un peu l'image des jouets pour enfants où il faut mettre des ronds dans des ronds et des carrés dans des carrés en bois, là. Il dit, voilà, il faut pas forcer un rond dans une forme carrée, en gros. Alors la phrase en anglais, je l'ai plus, mais c'est ce qu'il dit. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il va pas arriver, je pense... C'est ce qu'ont fait Shurmur et Bettcher l'année dernière en disant on a un schéma de jeu, débrouillez-vous pour rentrer là-dedans. Lui, il va plutôt regarder les joueurs et se dire ok, quelles sont les forces de tel et tel joueur, comment je vais faire pour mettre tout ça en cohésion et faire en sorte que mon équipe fonctionne. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent. Alors, c'est encore que des mots, évidemment, on n'a aucune idée de ce que ça va donner, mais la philosophie, en tout cas, est intéressante. Alors, en effet, comme tu dis, ce sont encore que des mots, mais moi, je me suis amusé, entre guillemets, un samedi après avoir regardé la conférence de presse de Joe Judge, en me disant tiens, ça m'a l'air familier ce qu'il dit, et je suis allé voir la conférence de presse de Ben McAdoo et puis la conférence de presse de Pat Shurmur, et ils disent grosso modo la même chose, en mode on va être intense, on va être old school, on va utiliser les joueurs au meilleur de leur capacité, et t'as envie de dire en fait c'est que du blabla.
Mais en fait, ce qui est quand même marrant, c'est donc on attend de voir sur le terrain que ça se passe vraiment comme ça, mais il y a quand même une chose qui est frappante chez Joe Judge, c'est dans sa manière de parler. Quand tu regardes la conférence de presse de Ben McAdoo, il arrive avec son costume complètement mal taillé. Façon joueur de NBA drafté en 2001, là, les trucs tout grands. Voilà, l'arrêt au milieu, et il avait pas l'air très... Tu sais, il parlait, il se donnait un air confiant, mais tu sentais qu'il était pas confiant. Après, t'as Shermer qui a le charisme d'une huître. C'est terrible. Et puis Joe Judge qui arrive et qui dit en fait, moi je veux des coachs qui soient vraiment des enseignants, des pédagogues. J'attends de mes joueurs de l'intensité, et tu sens qu'il y croit vraiment. Alors maintenant, on attend de le voir sur le terrain, bien entendu. Mais en tout cas, sa conférence de presse donne le ton, et c'est plutôt encourageant. Non, effectivement, il y a une espèce d'intensité quand il parle et un focus. Tu sens que le mec, il sait ce qu'il dit et que c'est pas du pipeau. Et tout le monde a été de façon fan de cette première conférence de presse. Hein. Voilà, on a tous été impressionnés. Et tu parlais tout à l'heure, on a dit qu'on reviendrait dessus, de ce qu'est un head coach. Si tu dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'un head coach, j'en ai discuté avec des gens sur Twitter un petit peu. Pour moi, et tu me confirmeras ou tu donneras ton avis, un head coach, c'est pas le gros génie de la défense, c'est pas le gros génie de l'attaque, c'est pas lui qui doit dessiner forcément les schémas incroyables ou les jeux, les trick plays, etc. Un head coach, il va donner les grandes directions, et surtout c'est un leader, et ça c'est extrêmement important, et c'est ce que Shermer n'avait pas du tout, tu l'as dit, avec son charisme de serpillière. Et je pense que Joe Judge, pour ça, il est taillé pour ça, et c'est tout bête, hein, mais rien que le body language, l'apparence physique, quand le mec arrive pour parler, bah tu l'écoutes. Et ça, c'est extrêmement important pour être coach. Et d'ailleurs, ils ont sorti une vidéo, un peu vidéo insider aujourd'hui, je sais pas si tu l'as vu, sur leur YouTube, où tu le vois s'adresser après au coach, et il est sur une petite estrade, là c'est vraiment en interne chez les Giants, où il s'adresse au coach, etc., où il réexplique un peu les mêmes choses, mais en interne. Et le mec, t'as l'impression qu'il fait ce boulot depuis 15 ans, quoi, alors qu'il a été nommé head coach il y a un jour. C'est vraiment impressionnant. Ouais, et après, il y avait aussi quelques journalistes dédiés aux Giants qui parlaient un peu de ça, qui disaient, bon, bah, en effet, c'est super bien, c'est génial, mais il y a quand même une autre étape à passer, c'est convaincre les joueurs. Parce qu'en effet, il dit, les joueurs, ils vont voir un gars, ils en auront rien à faire de savoir qu'il a travaillé pour Belichick. Ah bah, complètement. Ils vont dire, en fait, maintenant, qu'est-ce que tu me vends, comment tu me proposes, et comment est-ce qu'on va gagner. Et donc, je pense qu'avec ce qu'il nous a montré, il a quand même la capacité de parler aux joueurs. Et puis il y a eu quand même des feedbacks de la part d'anciens joueurs, des Patriots notamment, un linebacker, je crois que c'est Van Noy, qui est en mode, qui en fait carrément dans un podcast, alors que c'est un joueur des Patriots, il a dit Go Giants, quoi. Il est tellement à fond derrière ce coach. Alors bon, c'est peut-être aussi un peu intéressé parce que le gars est free agent, potentiellement prépare le terrain, mais en tout cas, il y a eu de très très bons retours de la part des joueurs et de ses anciens coachs aussi. Donc bon, c'est... je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire sur Judge, mais en tout cas, moi, je suis plutôt enthousiaste. Ouais, moi aussi. Moi, pareil, les avis sont assez unanimes. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être juste, qui va t'engueuler quand ça va pas. Mais quelqu'un qui t'engueule quand ça va pas et qui t'explique pourquoi et que tu comprends, tu le prendras pas mal. Par contre, il faut aussi être là pour dire quand ça va. Mais je pense que c'est quelqu'un de juste et qui est vraiment aimé des joueurs. Et c'est ce qui ressortait à chaque fois. Donc, il a maintenant nommé tout son coaching staff. Donc, on parlait de Jason Garrett qui arrive en coordinateur offensif. Donc, tu m'en parlais un tout petit peu. Moi, je suis plutôt serein de ce que j'ai lu. Le monde de la NFL en général est assez serein, même si j'avais pas trop suivi ce qu'il avait fait en tant que coordinateur offensif chez Dallas, mais tu m'avais dit que toi t'avais un peu suivi et que t'étais plutôt convaincu aussi. Bah, je pense que les meilleures années de Tony Romo, c'était quand Jason Garrett était coordinateur offensif. Tony Romo, Jason Witten, alors il y a eu Dez Bryant, mais il y a eu aussi Terrell Owens. Il a su vraiment créer avec ces joueurs-là, mais pas que, hein, tu as aussi la ligne offensive. Il a l'air de vraiment savoir mener son escouade. C'est quelqu'un qui, pour ceux qui s'en rappellent, bah, tu disais que tu suivais les Giants en 2000. En fait, en 2000, c'était le backup QB des Giants jusqu'en 2003, donc c'est assez marrant. Il a travaillé, en fait, après il est passé à Dallas et il a travaillé un peu sous Bill Parcells. Et puis après, il a commencé sa carrière de coordinateur. Donc je pense qu'en tant que coordinateur offensif, on récupère quelqu'un de vraiment bien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des coordinateurs
qui sont offensifs ou défensifs, ou même ST, qui sont très très bons, mais qui ne sont pas faits pour être head coach. Je pense que c'est le cas de Jason Garrett. Il brillera toute sa carrière comme coordinateur, et j'espère qu'il continuera à briller pour nous, mais head coach, c'est peut-être un peu trop pour lui. Et d'ailleurs, Shermer a retrouvé un poste de coordinateur offensif aussi, hein, comme quoi les mecs sont pas faits pour être coach, mais vraiment coordinateur offensif. Ouais, il est à Denver, en effet. Mais Shermer vraiment avait un bon pedigree en tant que coordinateur. Bien sûr. Il a fait de Nick Foles et Case Keenum des quasi MVP. Donc voilà, ça montre bien qu'en fait, en tant que coordinateur, il est capable de prendre en main des joueurs. Et donc là, il a d'ailleurs parlé de Drew Lock, qui a été drafté la même année que Daniel Jones, mais au second tour. L'année dernière, ouais. Et il a dit, en fait, dans le processus de draft, on aimait bien Drew Lock aussi. Alors bien entendu, il ne va pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui voyaient quelques similitudes entre Drew Lock ou Daniel Jones, certaines personnes qui préféraient Drew Lock à Daniel Jones. Enfin, bon, voilà. Mais en effet, Shermer comme Garrett, et d'ailleurs Ben McAdoo a retrouvé du boulot aussi. Là, comme ça ne me vient plus. Alors, je crois pas qu'il est coordinateur, mais je crois qu'il a retrouvé un job. J'avais pas suivi ça. De position coach. Mais tu vois, Ben McAdoo, en tant que coordinateur offensif, c'est ce qui a fait son succès chez les Packers. Et ensuite chez nous quand il était coordinateur offensif. Après il s'est un peu paumé. C'était trop pour lui d'être. Ouais, exact. Voilà. C'est un boulot vraiment à part, hein. C'est très spécifique d'être head coach et tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a Kevin Gilbride aussi qui a retrouvé un ancien coordinateur offensif de chez nous, qui a gagné un Super Bowl, qui maintenant est head coach de... C'est quoi l'équipe de XFL là, de New York? Je sais plus, les Guardians, je crois, un truc comme ça. Attends, alors j'ai pas du tout suivi, je savais même pas. Je crois qu'il est head coach des Guardians de New York en XFL. Donc je crois que ça commence ce soir, donc enfin ce soir parce qu'on enregistre le podcast juste avant. Donc en tout cas, si on continue sur les coordinateurs, on a un nouveau coordinateur défensif aussi, alléluia. Alors lui, pour ces grosses énigmes pour moi, parce que je le connais pas trop, Patrick Graham qui était chez les Dolphins. Et en fait, on prend un mec qui est dans une défense qui était encore pire que la nôtre l'année dernière, puisque la défense des Dolphins était terrible. Par contre, ils étaient vraiment décimés. Hein. C'était reconstruction totale chez les Dolphins, donc on peut pas le juger sur ça. Mais enfin, j'imagine, puisque c'était la même conférence, la même division que les Patriots, Joe Judge a pu analyser la défense des Dolphins, et c'est pour ça qu'il l'a pris et qu'il doit le connaître. Il l'a pas pris comme ça au hasard. Ils ont travaillé ensemble. Je pense qu'il est convaincu que c'est le bon en tout cas. Ouais, mais ils ont travaillé ensemble puisque Patrick Graham a été chez les Patriots de 2009 à 2015. Ah oui, quand même, d'accord, ok. Voilà, à différents postes de la défense, notamment donc defensive lineman et linebacker, donc ils se connaissent bien. Je pense que c'est pour ça. En fait, ça, c'est aussi un truc que j'apprécie beaucoup dans le staff de Joe Judge, c'est que il a vraiment l'air d'avoir pris des gars qui globalement il connaît bien, tu vois. On verra dans le détail plus tard, mais il y a pas mal de personnes qui ont travaillé le vécu avant. Donc Patrick Graham, on peut en parler, hein. Il y a Chupinski qui était quarterback coach chez les Patriots aussi, qui est, je pense, une bonne pioche et qui a fait des bonnes choses. D'ailleurs, je crois que c'est Chupinski, c'est celui qui fait un peu émerger tous les QB remplaçants qui ont été en tant que QB1 chez d'autres équipes. Hein. Ils sont tous partis des Patriots, et on pense notamment à Garoppolo évidemment, qui vient de là aussi. Donc, ouais, tout à fait. Je pense que c'est une bonne pioche. Il y a Freddie Kitchens aussi, avec qui il avait travaillé à Mississippi State. Ouais. Alors Freddie Kitchens qui est maintenant coach des tight ends et qui était head coach des Browns l'année dernière. Ouais. Donc oui, effectivement, tant qu'on est là, on peut continuer sur les différents coachs un peu marquants qu'on a récupéré en attaque. Donc on a parlé Chupinski, Kitchens. On a gardé Tyke Tolbert qui était le coach des receveurs. Ça c'est très bien. Donc ça, je pense que c'est pas mal effectivement. Pour moi, grosse bonne pioche. Marc Colombo qui est coach de la O-line, qui était O-line coach de Dallas avant, des Cowboys. Donc ça, c'était quand même pas le plus dégueu à récupérer, je pense. Ouais, et ça aussi, je pense que c'est encore... je pense qu'on va peut-être nous dire qu'on en fait trop sur Joe Judge, mais un bon point pour Joe Judge dans le sens où, à mon avis, peut-être que Marc Colombo a été recommandé par Garrett,
Et Joe Judge est capable en effet aussi de travailler avec des gens qu'il ne connaît pas. Donc Marc Colombo, il était tackle de 2002 à 2011 en NFL et il avait joué, ouais. voilà, et il a fait 5 ans à Dallas. Et puis après, il est devenu OL coach à Dallas pendant 2 ans. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et clairement, il a suivi Garrett aussi. Hein, je pense que c'est allé dans les deux sens. Ouais, bien sûr. Garrett l'a recommandé, mais lui est venu aussi parce que Garrett était là. Quoi. Et alors, moi, il y a un coach aussi qui a bien attiré mon attention, qui avait travaillé avec Joe Judge, c'est Burton Burns, running back coach qui était chez les à Alabama et qui qui était un peu à la retraite puisque depuis 2017 il ne coachait pas. Et en fait, je me suis amusé à regarder quels étaient les joueurs qu'il avait coachés parce que Mark Ingram a balancé un tweet à Saquon Barkley en disant c'est un super coach, tu vas t'éclater. C'est ce que j'ai vu ça. Et donc tu as Mark Ingram, Derrick Henry, Josh Jacobs, Eddie Lacy, Trent Richardson, TJ Yeldon et Kenyan Drake. C'est quand même pas dégueulasse. Effectivement, il y a pire. Après, ça reste dans les grosses équipes, donc il y a toujours des bons running backs dans ces grosses équipes-là, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est intéressant, effectivement. En tout cas, ce coaching staff d'attaque, moi, me plaît plutôt, et à mon avis, il y a de quoi faire. Et si je dois en retenir un, pour moi, ça reste Marc Colombo quand même, parce que la O-line, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de travail, et en effet, alors c'est marrant quand même, parce que donc, on a viré Al Hunter, qui était l'ancien coach de la O-line, mais on a gardé son assistant. Ben Wilkerson. Alors peut-être que Ben Wilkerson faisait du très bon travail et puis je pense pas que c'est l'assistant. L'assistant t'as moins d'impact quand même. Donc exactement. Donc, si tu fais ton bon boulot d'assistant, t'as pas de raison de partir. Ton destin est pas lié avec le coach. Maintenant, si on passe sur la défense, il y en a un que j'ai retenu parce que je sais pas pourquoi on en a plus parlé que les autres. C'est Sean Spencer, le defensive line coach, qui est appelé Coach Chaos. Donc c'est un ancien coach de defensive line de Penn State, qui apparemment est vraiment apprécié et fait du très très bon boulot. Donc là, il sortait. Donc moi, je le connaissais pas évidemment. Je suis pas énormément la NCAA et encore moins les coachs forcément. Mais ce qui revenait souvent, c'est que c'était une très bonne pioche pour nous en tout cas. Ouais, apparemment, il a l'air d'être plutôt intense. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est assez marrant parce que je m'attendais à ce que je voulais voir s'il avait joué en NFL ou en NCAA et je me suis dit, il a dû être defensive line. Non, il était safety. Donc c'est quand même assez drôle de se dire qu'il était safety et maintenant il est coach de la defensive line. Pareil, il y a quand même pas mal de boulot à faire sur notre defensive line. On avait un pass rush assez inégal ces dernières années. On compte sur lui pour remettre tout ça en place. S'il est apprécié des joueurs, c'est forcément un point positif. Ouais. Après, pour les autres coachs, je sais pas s'il y en a certains que tu as retenus spécialement. Moi, j'ai pas pour la défense, j'ai un peu moins d'affinité, on va dire. Écoute, non. Alors, j'ai vu que Bert Bielema, qui est outside linebacker coach, il était DL coach chez les Patriots en 2019 et consultant de Belichick en 2018. Donc, il connaît Judge. Kevin Scherer, lui, c'est inside linebacker. Ça, on va en avoir besoin. Hein, voilà, parce que ce qu'on a en inside linebacker, putain. Donc, il était chez les Titans et il a travaillé pour un ancien joueur de Belichick qui est donc le head coach des Titans, dont je me rappelle plus du nom aujourd'hui. Bref, c'est pas très grave. Et puis enfin, on a Jerome Anderson qui est DB coach, qui lui était defensive passing game coordinateur chez les Falcons de 2016 à 2019. Mais bon, ça, je sais pas trop ce qu'il vaut. Non, là c'est un peu plus compliqué. Il nous parle un peu moins effectivement ces coachs de défense, mais pour l'instant, voilà, tu disais, on va peut-être nous insulter en nous disant qu'on est complètement derrière Joe Judge. De toute façon, à ce niveau-là, c'est dur de critiquer puisque on peut juste être derrière lui, en tout cas quand on est supporter, et espérer que ça se passe bien. On aura un esprit un peu plus critique quand on sera à 0 victoire, 5 défaites et qu'on se dira qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien qui va dans ce coaching staff et dans cette équipe. Ok, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter là-dessus ? Une dernière chose, on l'a évoqué très rapidement, c'est que donc le seul coordinateur que Joe Judge a gardé, c'est donc notre coordinateur des special teams, Thomas McGaughey. Donc c'est un ancien special teams coordinateur. S'il décide de garder son ST, le ST qui est en place, c'est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, en regardant le coaching staff, une chose que j'avais oubliée, c'est Tom Quinn, notre ancien assistant, qui est toujours là. Moi, je pensais que Tom Quinn, on s'en était débarrassé depuis belle lurette parce qu'il faisait pas l'affaire en tant que coordinateur. Bon, là, il est assistant, mais je pense qu'il a un passif avec l'équipe qui est suffisamment long pour justifier qu'il reste chez nous. Ouais.
Exact. Ouais, il y en a certains, on les a pas cités, mais des assistants aussi qui sont restés, hein, d'autres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ok. Bah voilà, pour moi c'est tout. Hein. On a parlé d'à peu près tout. Et du coup, dernier point qu'on voulait aborder forcément. Donc Eli Manning qui a mis fin à sa carrière après 16 années de bons et loyaux services sous le maillot des Giants. Donc il l'a dit en conférence de presse. Hein, il y en a qui disent once a giant, always a giant. Et lui il dit c'est only a giant, donc seulement un géant. Hein. Il a fait que cette équipe-là. C'est assez rare pour être noté. Maintenant en NFL, et c'est très rare que les joueurs fassent ça. Il y avait Michael Strahan qui l'avait fait aussi, qui d'ailleurs son numéro a été retiré aussi d'ailleurs. Ouais. Le 10 a été retiré, le 92 aussi de Strahan. Donc c'est passé un peu inaperçu parce qu'à côté d'Eli Manning forcément c'est moins important. Mais voilà, donc alors la fameuse question, on va répondre pour faire simple, hein, par oui ou par non. Est-ce qu'il va au Hall of Fame ou pas ? Oui. Oui, moi aussi. Oui. Pourquoi ? Si tu dois donner une justification à ça, c'est quoi ? Moi, je pense que c'est sa régularité. Le principal argument qu'on donne contre Eli Manning, c'est il n'avait pas de belles stats, il n'a jamais été dans le top 3. Ce qui est plutôt vrai, il a pas eu des stats incroyables. Il a eu des très bonnes saisons, mais globalement, ses stats restent... En fait, moi... il a eu des saisons moyennes avec beaucoup d'interceptions. Ouais, alors je pense que au-delà de ses stats, une chose qui fait la qualité d'Eli Manning, c'est sa capacité à être clutch. Il nous a quand même... Exact, c'est ce que j'allais dire, ouais, tout à fait. Il nous a quand même fait d'énormes comebacks. Les 2 Super Bowls qu'on a, même si en effet à la base on a une défense énorme qui nous permet de survivre pendant les playoffs, enfin d'aller en playoffs et puis de survivre in fine sans Eli Manning qui arrive à se sortir de la grappe des Patriots pour envoyer le ballon à Tyree et sans cette passe absolument parfaite à Mario Manningham. Donc ça c'est pendant les 2, en plus tu parles de 2 Super Bowls différents. Hein. Oui. La passe à Tyree c'est Super Bowl de 2007 et la passe à Manningham qui est l'une des plus belles passes qui arrive au poil de fesse dans ses mains juste avant que le safety arrive pour le déboîter. Le catch est aussi incroyable d'ailleurs, peut garder les 2 pieds dans le terrain comme ça, enfin toute l'action est folle. C'est deux Super Bowls différents. Ouais, non, voilà, mais bon, je pense que malheureusement pour Manning, il a souffert de toujours être comparé à son grand frère. Je pense que ce qui fait la différence entre Eli et Peyton, c'est un first ballot Hall of Famer, donc ça veut dire que je crois que Peyton est éligible pour rentrer au Hall of Fame dès l'année prochaine, et quand tu es first ballot, ça veut dire que tu rentres dès ta première année d'éligibilité. Eli Manning, pour moi, ne mérite pas de rentrer au Hall of Fame dès sa première année, puisque c'est pas le top du top. Je pense qu'il est dans le top, mais c'est pas le top du top, donc ça prendra quelques années avant qu'il trouve sa place. Mais tu vois, il gagne 2 Super Bowls. Moi, si je devais donner un truc, alors tout ce que tu as dit est très vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le fait de gagner 2 Super Bowls, avec le deuxième Super Bowl, il n'y a quasiment pas de jeu de course. D'ailleurs, je crois en 2011, c'est sa meilleure saison à la passe. Il fait 4933 yards à la passe. C'est sa meilleure saison. Il est incroyable cette saison-là. Et le fait qu'il soit, on va dire, serein dans ces moments ultra décisifs, là où d'autres QB n'arrivent pas à faire l'action qu'il faut, et on l'a vu au dernier Super Bowl, hein, Garoppolo, il peut encore gagner le match à la fin, mais il fait pas ce qu'il faut, et en fait quand il a pas sa défense, quand il a pas son jeu de course, clairement il est pas au niveau, alors qu'il a des stats qui sont pas trop mal. Mais Eli Manning, il a toujours eu cette capacité à sortir le bon jeu au bon moment, donc ça a été vraiment une constante dans toute sa carrière, et notamment dans ces 2 Super Bowls, et c'est ces 2 Super Bowls qui sont pour moi l'accomplissement. Je pense que s'il gagne pas les 2 Super Bowls, clairement il va pas au Hall of Fame. Non. À mon avis ça change tout, mais on va pas au Super Bowl comme ça, il y a 32 équipes, c'est extrêmement difficile et on le voit tous les ans. Hein. Donc gagner 2 Super Bowls, ça reste vraiment incroyable. Alors on a l'impression que maintenant c'est presque rien parce qu'on a Tom Brady qui en a gagné 54, mais c'est pas pour ça que c'est pas une performance notable de la part d'Eli Manning. Autre point qui est extrêmement sous-estimé, moi je trouve, d'Eli Manning, c'est sa longévité. Et il a jamais été blessé, il a toujours été titulaire. La seule fois où il n'a pas été titulaire, c'est à cause de ce gros naze de McAdoo qui décide de le faire sortir pour, je sais même plus qui c'était, le quarterback remplaçant. Geno Smith, pardon. Geno Smith, super, voilà, bravo. Le mec met fin à la série de je sais pas combien de matchs d'affilée de Manning pour faire rentrer Geno Smith un match et remettre Manning derrière, quoi. Franchement, merci McAdoo. Ridicule. Et si je dois me souvenir d'un match, c'est le match
de play-off contre les 49ers où Manning se fait atomiser tout le match. Il y a cette fameuse image où il a l'épaulière qui sort du truc, son casque à l'envers, la mentonnière qui lui arrive dans l'œil. Il arrive à peine à bouger les bras pour demander le temps mort. Il se fait réparer en 4 secondes sur le bord de touche et il revient et il joue alors qu'il s'est fait déboîter tout le match quoi, et il gagne le match derrière. Ça c'est clairement, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui sont capables de faire ça à l'heure actuelle. Ouais, c'est également un de mes matchs préférés et ça montre vraiment à quel point il est Iron Man, il est absolument imperturbable. Je pense que beaucoup de gens aussi ne prennent pas Eli Manning au sérieux parce qu'il n'a jamais été du style à gueuler sur la touche, à s'exciter, etc. Et en fait, il l'a dit pendant sa conférence de presse. Il a dit, j'ai jamais été un rah-rah guy, mais au final, les fans, ils s'en contentaient très bien et c'est pas mon style, c'est pas comme ça que je suis. Et en fait, on lui demandait pas d'être ça. Et ce qui est marrant, c'est quand tu vois les joueurs qui sont venus à sa conférence de presse, ils étaient énormément. Et il y a beaucoup de joueurs qui disaient, mais en fait, Eli Manning, vous pensez qu'il n'a aucun leadership, mais nous, on ferait n'importe quoi pour lui parce que c'est un leader énorme. Ça, c'est vrai pour un quarterback et c'est vrai pour un head coach aussi. En gros, ces deux postes, quarterback et head coach, il faut réussir à mettre l'équipe derrière soi, à montrer l'exemple, et c'est ce qu'ils disent souvent, c'est si on demande de courir tête première dans un mur, il faut que les mecs soient capables de le faire, quoi. Et je pense que Eli Manning, il demandait à n'importe lequel de ses receveurs d'aller courir dans un mur, et les mecs le faisaient parce qu'ils avaient confiance en lui, et il montrait l'exemple clairement de se relever à chaque jeu, malgré en prendre plein la tête, et être toujours là quoi qu'il arrive pour son équipe, et voilà, être irréprochable. Il a jamais dit le moindre mal d'un de ses coéquipiers en conférence de presse, ce qui est loin d'être le cas de n'importe qui. Enfin, c'était un exemple sur le terrain et en dehors du terrain aussi, et c'est comme ça qu'il a acquis ce charisme et le fait que les joueurs soient vraiment à fond derrière lui et capables de le suivre dans n'importe quelle condition. Alors, il y a deux choses, parce que justement, en fait, le fait que tu dises qu'il n'est jamais pointé du doigt vers un autre joueur, c'est assez génial. Il y a eu plusieurs matchs où tu voyais clairement que c'était Eli Manning faisait tout ce qu'il pouvait et ses receveurs attrapaient pas, ou il n'était pas suffisamment protégé. Et en conférence de presse, il disait non, mais en fait, faut que j'envoie une meilleure passe, faut que je sorte le ballon plus rapidement. Il disait la faute vient de moi, alors qu'en fait, non, ça venait pas de lui. Et puis, je pense aussi à une autre anecdote quand tu dis en effet, il faut qu'il mette les joueurs derrière lui, qu'il leur demande de faire des trucs. J'ai réentendu parler d'une anecdote qui est assez marrante, c'est sur David Tyree, la semaine qui précédait le Super Bowl 42 contre les Patriots, donc David Tyree, c'était un special teamer, c'était un receveur, mais il était essentiellement gunner. Et on s'en servait très très peu de lui dans le passing game. Et pourtant, il était un peu impliqué, et pendant la semaine d'entraînement, il n'arrivait pas à attraper un seul ballon. Le dernier entraînement juste avant le Super Bowl, il catche rien du tout, pas une bille. Et pendant le Super Bowl, un moment, ça allait être le premier touchdown des Giants, et Eli Manning annonce le jeu, et se retourne vers Tyree et lui dit je viens vers toi. Et Tyree l'a regardé en mode mec, t'es sérieux quoi, j'ai du beurre sur les mains. Et le mec passe serein. Et voilà, et Eli lui dit non mais attends, on s'en fiche de ce qui s'est passé à l'entraînement, tu vas y arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a attrapé le touchdown. Il a attrapé ce touchdown et puis il a aussi attrapé cette passe incroyable sur son. Oui, parce qu'on l'oublie quasiment en fait. Il met un TD dans ce match-là. Alors, on se souvient forcément de sa réception sur le catch, sur le casque, etc. Mais il met aussi un touchdown, pas forcément évident, alors que juste avant il catchait rien quoi. Donc. Mais tu vois, ça montre un peu la force d'Eli Manning, de son leadership en disant. T'en fais pas, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, et il pousse les autres joueurs à se transcender. Et ça, Enfin, je pense que il y aura de toute façon un énorme débat sur est-ce qu'Eli Manning mérite le Hall of Fame ou pas, ça va prendre quelques années. Par contre, s'il y a un truc pour moi qui est indébattable, ça m'étonnerait que tu me contredis sur ça, c'est que Eli Manning est le meilleur quarterback de l'histoire des Giants. Ah oui, complètement. Ouais. Moi, je sais, enfin, j'adore mon joueur préféré, c'est Kerry Collins parce que c'est au début où j'ai commencé à regarder le foot US et les Giants, je suis tombé sur ce match-là, ce Super Bowl avec Kerry Collins. Mais Eli Manning clairement est le meilleur quarterback qu'on ait jamais eu. C'est un exemple et je pense qu'il restera un exemple. D'ailleurs pour Daniel Jones, il le dit souvent, hein, il prend exemple sur lui et il n'y a pas de raison de faire autrement. Toi tu me dis que tu as commencé à les suivre en 2007, tu as connu que ce quarterback pour les Giants. Ouais, en fait moi mon premier match de football américain c'est j'ai zappé complètement par hasard et je suis tombé sur le Super Bowl 42 et voilà, et donc en fait je voyais New York, New England, je connaissais pas, je me dis tiens New York, j'ai toujours rêvé d'aller à New York, je vais supporter New York, et tu vois un peu ce QB qui a l'air un peu paumé, qui est pas le beau gosse du terrain comme aurait pu l'être Tom Brady, donc qui correspond pas forcément au cliché du quarterback.
et il te fait un match de fou. Ouais. Donc c'est le seul QB que j'ai connu, enfin en dehors de Daniel Jones maintenant, c'est le seul QB que j'ai connu à la tête des Giants et je pense que il a marqué cette équipe pour de nombreuses années. On ne peut qu'espérer que Daniel Jones prenne son exemple et une carrière avec autant de succès. Exact. Bon, il y aura sûrement un peu plus de blessures. Hein. C'est extrêmement rare des joueurs avec la longévité d'Eli Manning et de manquer aucun match. Enfin, c'est quasiment improbable. Mais bon, c'est une page qui se tourne et maintenant on a la relève qui est là, donc on va espérer que tout se passe bien. Pas impossible qu'on le revoie dans le staff un jour. Eli Manning, il a pas fermé la porte du tout et peu importe le poste, hein, c'est très probable. Il a passé sa carrière ici. De toute façon, s'il fait quelque chose, ce sera pas avec une autre équipe. Donc on verra si jamais ils le reprennent. En tout cas, je pense. Hein, c'est dans le discours qu'il y avait juste avant qu'il monte sur scène, comment il s'appelle notre propriétaire John Mara. John Mara, quand il l'évoque, tu sens qu'il a la voix un peu tremblotante. Il était juste avant qu'il lui passe la parole. Il était pas loin à mon avis de verser une petite larme. Et je pense que c'est vraiment, il l'adore vraiment. Enfin, c'est plus qu'une relation juste propriétaire-joueur qu'il y avait entre les deux. Et 16 ans passés dans la même équipe, c'est. Ouais, mais tu vois, ça marque une équipe. Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu, c'est là où j'arrive pas à cerner John Mara parce que, en effet, il a cette relation très très forte avec Eli Manning, mais quand il y a eu justement cet épisode de Ben McAdoo qui a poussé Eli Manning à se bencher, hein, puisqu'en fait Ben McAdoo a pas benché vraiment Eli Manning, il a dit bon écoute, ce qu'on aimerait faire c'est à partir du 4e quart-temps, c'est tu commences le match mais puis après on te retire et on mettra un autre joueur. Et Eli Manning a dit en fait non, si vous me laissez pas jouer je préfère rester sur le banc. Et en fait ce qui m'étonne de la part de John Mara, c'est que quand il y a eu cette histoire, qu'il n'ait pas dit non, en fait, vous touchez pas Eli Manning. J'en ai rien à foutre. Puis au final, ça a servi à rien pour Ben McAdoo, puisqu'il a été viré ensuite. Mais ouais, donc Ben McAdoo, en effet, un très très fort, mais parfois, il n'est pas forcément trop derrière. Après quand t'as nommé un head coach, c'est dur d'aller contre sa décision. Enfin, t'imagines l'histoire s'il était allé contre ça et que ça s'était su. Enfin, ça aurait été un peu compliqué. Quand même. Dans la gestion de l'équipe au jour le jour, en tant que propriétaire, c'est quand même difficile d'aller arriver et dire non, tu fais jouer lui parce que je l'aime bien, etc. Ça, tu peux pas trop faire, sinon c'est la porte ouverte un peu à tout. Donc, non, mais c'est sûr. C'est un peu compliqué. Non, c'est sûr. En tout cas, voilà. Mais c'est bien qu'il ait annoncé dès le début. Que Eli Manning sera dans le Ring of Honor et que plus aucun joueur ne portera le numéro 10 chez les Giants. Ça c'était beau. Donc c'est exact. Très bien. Moi j'avais la petite larme à l'œil en regardant ça, j'étais pas très serein non plus. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que Eli Manning est resté fidèle à lui-même. Il a pas eu. Moi je m'attendais à ce qu'il verse une petite larme. En fait non, il était plutôt détendu. Non putain, il a tenu, c'était impressionnant. Alors que si tu compares à la conférence de presse de retraite de Peyton Manning, qui lui, son frère était à la fin, il était en larmes totales, où il disait cette chose très très forte, il disait j'étais pas le plus fort, j'étais pas le plus intelligent, j'étais pas le plus rapide, mais par contre personne ne me battait en termes de préparation. Mais bon, après il n'allait pas refaire la même chose bien entendu, mais il a conclu de la meilleure manière en disant pour moi c'était seulement les Giants, quoi. J'allais pas jouer ailleurs. Exact. Mais parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être il allait aller ailleurs et tout, lui c'était hors de question. Mais je pense qu'il s'est même pas posé la question en fait. J'en aurais pas voulu. Franchement, s'il avait dit. Non, moi non plus, mais c'est vrai que ça aurait été dommage après 16 saisons dans une équipe. Et je pense lui aussi s'est dit ça à mon avis. Et même s'il sait qu'il a peut-être encore une saison à jouer, peut-être. Bon, je pense qu'il a fait le tour. Et qu'est-ce qu'il a à gagner à aller jouer une saison dans une équipe moyenne j'en sais rien. Ouais. Bref, voilà. Ok, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on conclue ? Écoute, non, je pense qu'on s'est pratiquement tout dit sur les trois sujets qu'on voulait évoquer. Ouais, on a dépassé un peu l'heure, donc on va s'arrêter là. Merci à toi en tout cas. Donc on rappelle ton Twitter @Thiergo. N'hésitez pas à nous suivre également sur donc Twitter @NYGiantsFR et vous abonner aussi à cette page YouTube évidemment. Merci, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Ouais, carrément. Allez, à très bientôt tout le monde, ciao. À bientôt.